Bonjour à tous, bienvenue à Acrea en ondes. Ici Laurence Lache, productrice et administrateur de l'Acrea. Aujourd'hui, on reçoit Éric de Revenu Québec pour venir parler de tout ce qui concerne les finances et la création de contenu. Alors Éric, bienvenue. Merci Laurence. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton background? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Ben oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as mentionné, je m'appelle Éric, je suis un fiscaliste. J'ai travaillé plusieurs années dans des cabinets comptables et puis maintenant 5 ans, je travaille comme fiscaliste à Revenu Québec. Parfait. Dans plusieurs dossiers, entre autres l'impôt des particuliers. OK. Pourquoi que Revenu Québec est ici? Oui, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, en fait, là? Ben, c'est parce qu'Internet apporte de nouvelles façons de générer des revenus. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de possibilités. Parce que être créateur de contenu, c'est une façon aussi de générer des revenus. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de démystifier les obligations fiscales d'un créateur de contenu. Parce qu'on veut aussi augmenter la compréhension. Puis on veut aussi démontrer que déclarer les revenus générés sur Internet, c'est avantageux. Mais je veux quand même mettre une petite note. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des concepts généraux qui s'appliquent parce que chaque situation a des particularités. Excellent. Fait que commençons tout de suite avec la première question. Fait qu'au niveau de la base, là, si tu génères des revenus avec la création de contenu, au fin de l'impôt, qu'est-ce que ça implique exactement? Bien, je dirais que plusieurs personnes peuvent penser, s'ils font de la création de contenu, exemple à temps partiel, Oui. puis qui occupent un emploi comme salarié, qui pensent qu'ils n'ont aucune obligation fiscale qui s'applique. Mais au fin de l'impôt, si une personne fait de la création de contenu, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, puis qu'elle reçoit des récompenses, ça peut être de l'argent, mettons, ou des cadeaux, bien, généralement, elle est considérée comme un travailleur autonome. OK, excellent. Ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, en fait, un travailleur autonome? Un travailleur autonome, c'est un particulier en affaires qui exploite une entreprise individuelle. Concept très important. Je dirais, contrairement à un salarié, un travailleur autonome, il ne reçoit pas de relevés fiscaux à la fin de l'année pour produire sa déclaration de revenus. C'est comme exemple un relevé 1 du provincial ou un T4 du fédéral. C'est-à-dire que c'est lui qui doit le faire? C'est ça, c'est sa responsabilité en tant que travailleur autonome de calculer son revenu d'entreprise qu'il doit déclarer dans sa déclaration de revenus. Excellent. Puis, justement, pour faire du pouce là-dessus, quand tu parles d'entreprise, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a différentes formes qui pourraient s'appliquer dans le cadre de la création de contenu? T'sais, est-ce que tu pourrais être autre chose que travailleur autonome, par exemple? Une très bonne question, puis la réponse est oui. Il existe différentes formes juridiques d'exploitation d'entreprise. Je dirais que une des plus connues, il y aurait la forme d'une société par action. Souvent, on entend parler d'un acronyme Inc., incorporé. Oui. Cette forme juridique-là, elle a ses propres règles fiscales à elle. Mais moi, mon intention aujourd'hui, c'est essentiellement de parler des créateurs de contenu en tant que travailleurs autonomes qui exploitent une entreprise individuelle. Selon moi, je pense que c'est la majorité que ça s'applique. OK, excellent. Puis dans le fond, au niveau des revenus d'un créateur de contenu, il peut y avoir plusieurs sources, là, donc différents types de revenus. Par exemple, certains pourraient recevoir gratuitement de la part des compagnies des PR packages, des voyages, une location de voiture pour 2 ans commandité, exemple. Comment on gère ça fiscalement parlant, les gratuités, là? Très bonne question. Plusieurs informations circulent concernant les différents types de sources de revenus d'un créateur de contenu en tant que travailleur autonome. On va commencer par peut-être la plus simple, l'argent. Bon, je dirais que de manière générale, lorsqu'on reçoit, mettons, de l'argent en échange d'une publication sur un réseau social ou une commission en argent reçue d'un lien d'affiliation, bien, cet argent doit être inclus dans notre revenu d'entreprise, peu importe le montant. Il n'y a pas de distinction à faire. Par contre, si on parle des cadeaux,
plusieurs créateurs de contenu pensent, s'ils reçoivent des cadeaux, qui n'ont pas nécessairement à les inclure dans leur déclaration de revenus s'ils n'ont pas de publicité à faire. Oui. Mais je dirais que dans la plupart des cas, c'est faux. Exemple que tu reçois un PR package que tu voulais pas. Là. Tu te l'as fait envoyer chez vous parce qu'il y avait ton adresse, ça donne de même. Puis tu le reçois, puis tu veux même pas en parler de ce produit-là. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce qu'il faut que tu le déclares? Bien, je dirais qu'au fin de l'impôt, quand tu reçois des cadeaux, dans le cadre de dans le contexte de la création de contenu, c'est pour ça que tu as reçu ce PR package-là, c'est dans le contexte de créateur de contenu. Donc, tu n'as pas le choix de prendre sa valeur marchande puis de l'inclure dans tes revenus d'entreprise. Donc, c'est au travailleur autonome, en tant que créateur de contenu, qui doit évaluer s'il décide de les utiliser pour en faire de la publicité afin de générer des revenus. Si lui décide qu'il n'est pas intéressé d'en faire de la publicité puis qu'il le conserve, il a quand même l'obligation de déterminer la valeur marchande et de l'inclure dans son revenu d'entreprise. Sinon, la bonne pratique, c'est de le retourner à l'expéditeur. Donc, dans le fond, tout ce qu'un créateur de contenu doit faire, c'est additionner les montants en argent et la valeur marchande des cadeaux qu'il reçoit, puis ça, c'est comme son revenu. Ben oui, t'as raison. C'est ça que le créateur de contenu doit faire s'il conserve les cadeaux. Mais c'est pas seulement ça. Il est important de tenir des registres puis de conserver des pièces justificatives qui permettent de vérifier les revenus liés à l'exploitation de l'entreprise individuelle. Ça, c'est très important en cas de vérification. Puis généralement, ceux-ci doivent conserver pour une période de 6 ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. C'est-à-dire que si, exemple, j'inclus des valeurs, je reçois de l'argent dans une année, exemple, en 2024, je dois, les 6 prochaines années, conserver les preuves si jamais j'ai une vérification que je vais pouvoir fournir afin de démontrer en quoi est consisté le montant de mes revenus. Tu peux pas gérer ça sur une coin de table, sur une napkin. Il faut être un petit peu organisé quand même. C'est ça qu'on dit, tenir des registres. C'est ça. Excellent. Pour revenir aussi sur la question du travailleur autonome, tu mentionnais plutôt qu'il y avait des avantages à être travailleur autonome. Comme quoi, par exemple? Bien, c'est sûr qu'il y a plein d'avantages que les gens doivent considérer en tant que travailleur autonome. Ça veut dire déclarer les revenus. C'est-à-dire que tu es admissible à des déductions puis à des crédits d'impôt, nécessairement. Ça te permet d'avoir un meilleur bilan financier pour augmenter ta capacité d'emprunt. Ça, c'est un élément très important. Ça te permet aussi d'augmenter certaines prestations que le gouvernement du Québec offre, comme exemple, le régime québécois d'assurance parentale. Donc, plus tu déclares des revenus de travail, si jamais tu as besoin d'un congé parental, à ce moment-là, les prestations sont plus élevées. Et également, les prestations régies des rentes du Québec, donc, c'est le même principe. Lorsque tu arrives à la retraite, le calcul des prestations sont calculés en fonction des revenus de travail que tu as déclarés chacune de tes années pour lesquelles tu avais un revenu actif. Puis aussi d'augmenter des droits de cotisation réelle, parce que pour avoir accès à des déductions réelles, il faut que tu puisses cotiser. Bien, le montant que tu peux cotiser sont calculés sur des revenus de travail que tu déclares. OK, excellent. Donc, dans la mesure que tu t'exploites ton entreprise individuelle, tu peux déduire des dépenses, en réalité. C'est ça? Oui. Être travailleur autonome, depuis tantôt, je parle de revenus, mais être travailleur autonome permet également de déduire des dépenses admissibles. Mais par contre, il faut qu'il soit en lien avec l'activité de créateur de contenu. OK. Donc, on peut-tu avoir des exemples, de dépenses d'admissibles qui rentrent là-dedans? Oui. Je te dirais que pour qu'une dépense soit admissible, il y a comme une question qu'on peut se poser. Est-ce que la dépense est raisonnable puis qu'elle est vraiment liée aux activités de créateur de contenu? Si la réponse est oui, bien, je te dirais que la dépense est admissible.
Hein? Je peux y aller avec des exemples. Mettons un micro, une caméra, et ça peut être les frais de publicité, les coûts liés à l'utilisation d'une plateforme pour vendre des produits. Ça peut être des frais d'abonnement ou licence pour des logiciels. Donc, c'est toutes des dépenses admissibles, déductibles à 100%. Si je travaille de la maison, est-ce que je peux utiliser des dépenses de ma maison aussi? Là? Exemple, j'ai un espace de bureau. Très bonne question. Je dirais que la réponse est oui, mais il y a un traitement particulier à appliquer. Donc, il faut faire attention parce que certaines dépenses, ils ne sont pas entièrement déductibles parce qu'ils sont utilisés soit à des fins personnelles, hein, exemple une maison, donc on l'habite, mais par contre, il peut être aussi utilisé aux fins de l'entreprise individuelle. Donc, je dirais comme des exemples, tu l'as mentionné, les dépenses liées soit au domicile ou ça peut être l'utilisation d'un véhicule personnel ou d'un téléphone cellulaire. Fait que dans ce cas-là, il faut à ce moment-là déterminer le pourcentage qui est utilisé pour l'entreprise. Exemple, si le cellulaire, tu dis, bon, ben moi, 60%, je l'utilise pour mon entreprise, le créateur de contenu, puis 40% à des fins personnelles, bien à ce moment-là, 60% de la dépense est jugée admissible. OK. Puis, tu disais tantôt qu'il faut garder nos factures. Ben oui, c'est très important aussi pour les dépenses. Donc, il est important, tantôt je disais, de tenir un registre des revenus. Il faut également tenir un registre des dépenses et conserver des factures d'achat qui permettent de vérifier les dépenses liées à l'exploitation de l'entreprise individuelle. Généralement, ceux-ci doivent être conservés pour une période de 6 ans. Aussi, au niveau des taxes, est-ce qu'un créateur de contenu, ça doit percevoir des taxes? Excellente question. Pas facile à répondre non plus, mais je te dirais que si on y va de façon générale, toute personne qui exploite une entreprise au Québec là, doit s'inscrire aux taxes. Oui. Sauf si elle répond à une définition qu'on appelle un petit fournisseur. C'est quoi un petit fournisseur? C'est-à-dire une personne dont le total de ses revenus mondiaux, j'utilise mondiaux parce qu'il faut inclure tous les revenus hors du Québec. OK. Donc, le total de ses revenus mondiaux n'excède pas 30 000 dans 2 périodes. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le plus légal. Donc, dans une période qu'on appelle le trimestre civil courant, donc une période de 3 mois, et dans une autre période qu'on appelle 4 trimestres civils précédents, période de 12 mois. Donc, en résumé, je dirais que pour comprendre à quel moment qu'un travailleur autonome a l'obligation de s'inscrire aux taxes, il y a 2 critères. Hein, le premier, le seuil de 30 000, puis le deuxième, les 2 périodes. Donc, il faut à ce moment-là vérifier quand est-ce que le total de mes revenus excède le seuil de 30 000 dans les 2 périodes que j'ai mentionnées précédemment. Ce que je veux que les gens peut-être retiennent, c'est que les règles applicables aux taxes ne s'appliquent pas par mois ni par année, mais par trimestre civil. OK. Est-ce que ça serait possible de nous donner un exemple? Oui, bien sûr, je vais vous donner un exemple pour essayer d'augmenter la compréhension. Je dirais que la première étape, on prend l'année civile, puis on découpe en 4 blocs. Oui. C'est important de... L'année civile, là, L'année civile. c'est donc, l'année qui suit ton entreprise ou c'est l'année c'est du janvier à décembre? calendrier, OK. 1er janvier au 31 décembre. Parfait. Donc, les 4 blocs, donc, c'est quand même assez simple. Le bloc 1, c'est du 1er janvier au 31 mars. Oui. Bloc 2, et ainsi de suite, 1er avril au 30 juin. J'ai bloc 3, 1er juillet au 30 septembre. Puis le bloc 4, le 1er octobre au 31 décembre. Donc, la deuxième étape consiste par la suite de vérifier si le total de les revenus mondiaux excède le 30 000 dans les 2 périodes que j'ai mentionnées tantôt. Ça veut dire soit dans un bloc seulement de 3 mois ou dans 4 blocs de 3 mois pour une période de 12 mois. Donc, Éric, ce que tu me dis, là, je peux-tu essayer de refaire un exemple de mon côté pour voir si j'ai bien compris? Dans le Oui. fond, tu as année 1,
année 2. Les blocs dont tu parles, moi, je vais appeler ça des Q parce que je suis plus habituée, OK? Fait que dans une année, tu as 4 Q. Q1, Q2, Q3, Q4. Oui. Fait que dans ta première année, Q1, Q2, Q3, mettons, tu as fait 0 Q4, tu as fait 5 000 genre en décembre. Ça, c'était pour ton année 1. Fait que ton année 1, fiscalement, tu as fait 5 000 de revenus avec ton entreprise, donc tu n'as pas chargé TPS TVQ. Là, l'année finie, on rentre dans année 2. Ton premier Q1, tu fais 10 000. Ton Q2, tu fais encore 10 000. Puis ton Q3, dans le fond, c'est là que tu vas devoir charger TPS TVQ parce que faut que tu considères tes 4 derniers trimestres, peu importe c'est quoi l'année civile. C'est ça? C'est en plein ça. Donc, jusqu'à 30 000. Donc là, tu as fait 5 000 en décembre de année 1. Tu as fait 10 000 Q1, 10 000 Q2. Tu es déjà rendu à 25 000. Fait que dans Q3, si tu dépasses 5 000 de revenus, il faut que tu charges TPS TVQ parce que tu es rendu à 30 000 sur 4 trimestres. Je vais faire une petite précision. OK? Oui. Tu excèdes le montant de 30 000 si tu as plus que 5 000, comme tu viens de l'expliquer. OK? À 5 000, $1. Ouais, Ton 5 $1, 000, il est taxable. Mais l'obligation de s'inscrire ne s'applique pas à ce moment-là précis. OK? Là, tu viens de constater que tu vas excéder le total des revenus mondiaux, excède 30 000 à ce moment-là. Par contre, l'obligation de percevoir, ou comme tu expliquais, d'inclure la TPS TVQ, elle ne s'applique pas à ce moment-là. Elle s'applique quand? La façon qu'elle s'applique, c'est que tu prends, exemple, la fin de ce bloc-là, que De tu viens de Q3. mentionner, de bloc 3. Oui. Fait que là, à ce moment-là, bloc 3, ça serait le 30 septembre. Tu prends le jour suivant, donc le 1er octobre, puis l'obligation s'applique le mois suivant. Donc, le 1er novembre, c'est vraiment l'obligation de t'inscrire et de percevoir la TPS TVQ. Qui commence au trimestre suivant. Oui. Fait que là, dans mon exemple, si on a atteint le 30 000 au Q3, mais là, je sais pas, l'entreprise a fait 15 000 dans son Q3, donc elle a excédé son 30 000 de 10 000 Oui. Ça, il n'est pas taxable parce qu'il reste dans le Q3. T'es en plein ça. OK. Puis, elle peut même encore là, du 1er octobre ou 31 octobre, tous les revenus qui vont être générés ne sont pas non plus taxables parce que l'obligation s'applique le 1er novembre. Je Donc, comprends. il faut faire les démarches et informer que l'obligation, c'est le 1er novembre. OK, excellent. Je pense que ça va aider plusieurs personnes, honnêtement. C'est toujours un peu nébuleux, les taxes, là. Donc, on rend service à la population. Bon, ouais, je vais apporter juste quelques petites oui. précisions. Lorsque un créateur de contenu est inscrit en taxe, tu n'as fait référence tantôt, donc je dois, pour reprendre, charger les taxes, mais on doit percevoir la TPS puis la TVQ. Donc, c'est important de comprendre que qu'est-ce qu'on inclut dans le revenu. Le montant il est diminué si on conserve le même 5 000 pour lequel il n'y avait pas de TPS TVQ qu'on devait percevoir. Oui. Donc, c'est ça que je voulais comme apporter comme précision. Puis lorsqu'on est un inscrit, qu'on appelle chez nous un inscrit à la TPS, TVH, TVQ, bien entendu, on peut à ce moment-là se faire rembourser les taxes qu'on paye sur les dépenses admissibles. Parce que de façon générale, le montant que le créateur de contenu va remettre correspond aux taxes perçues, moins les taxes payées sur ses dépenses admissibles. OK. Puis ça, tu peux faire ça à partir du moment où tu as un numéro de taxe. C'est ça. Où est-ce que l'obligation s'applique. Donc, dans le fond, là, juste clarifier aussi ce que tu me disais par rapport à déduire tes dépenses tantôt. Fait que si tu veux déduire tes taxes de tes dépenses, on parle des dépenses qu'on parlait tantôt, là, pas toutes les dépenses, celles qui s'appliquent à ton entreprise. Oui, c'est ça. Okay. Celles qui sont admissibles aux activités liées à la création de contenu. OK, excellent. Je ferais juste une petite mise en garde, de façon générale, là, mais les règles aux taxes, il y a quand même plusieurs exceptions qui peuvent s'appliquer, qui visent les travailleurs autonomes. Mais ça ne concerne pas les créateurs de contenu, sinon j'en aurais parlé. Oui. Mais il faut quand même, je recommande de bien s'informer ou de consulter un professionnel parce que même si en tant que travailleur autonome, puis on veut exploiter une autre activité,
ben des fois, l'inscription ou l'obligation de s'inscrire diffère de ce qu'on vient de parler. OK. Puis, d'ailleurs, il y a de l'aide, non? Chez Revenu Québec pour ça? Si jamais les gens sont perdus? Oui, oui, j'ai Revenu Québec, on accompagne les gens. Tu peux nous contacter par téléphone ou le site Internet aussi, ou tu peux même consulter un site Internet, là, le justepourtous.ca/, économie numérique. Donc, toute l'information s'y trouve. Là. Excellent. Puis là, si on rentre un peu plus dans les conséquences, un citoyen qui ne déclare pas ses revenus ou pas ses revenus au complet, il s'expose à quel genre d'impact? Bien, tantôt, j'ai comme fait référence qu'il y avait des avantages de déclarer ses revenus d'entreprise individuelle. Bien, ne pas les déclarer, c'est Il y a bien des désavantages. Bien, bien entendu, ça limite certaines... c'est ça. Ça diminue, entre autres, c'est les prestations. Tantôt, j'ai fait référence aux prestations au régime québécois d'assurance parentale qui sont calculées. C'est des revenus de travail déclarés. Donc, si tu ne déclares pas tes revenus, bien, c'est sûr, les prestations, ils sont diminuées. Même les cotisations de droits REER, c'est la même affaire. S'ils sont calculés, tes droits de cotisation REER, c'est le revenu de travail déclaré. Donc, si tu en déclares moins, tu viens diminuer tes droits REER. Même affaire quand tu arrives à la retraite, donc la Régie des rentes du Québec, bien, à ce moment-là, tes prestations vont être aussi moindres parce que tu as moins déclaré de revenus de travail. Mais je dirais que l'impact, ce qui a le plus d'impact, c'est plus dans un contexte d'emprunt. Parce que là, peut avoir un impact quand même majeur de ne pas déclarer les revenus parce que ça va te procurer un mauvais bilan financier. T'sais, prenons l'exemple d'un emprunt hypothécaire pour l'achat d'une maison, exemple. Bien, le prêteur, il va premièrement s'appuyer sur les revenus que tu as déclarés dans ta déclaration de revenus. Hein. Lui, c'est comme ça qu'il va analyser ton dossier puis qu'il va évaluer quel montant qu'il peut t'accorder. Si tu as déclaré 15 000 tu n'auras pas grand prêt hypothécaire. Bien, c'est un peu ça. Fait que si jamais tu ne déclares pas des revenus d'entreprise individuelle, bien, lui, il n'y a aucune façon de le vérifier. Il n'y a pas de document à sa possession. Donc, c'est ça. Il pourrait même te refuser directement une demande de prêt. Puis la même chose s'applique si tu veux faire l'achat d'un auto. Là. Donc, plus votre revenu déclaré est élevé, bien, plus votre capacité d'emprunt, elle augmente. Exact. Puis il se passe quoi si Revenu Québec découvre qu'un travailleur autonome n'a pas déclaré ses revenus d'entreprise? Bonne question. Non, mais Revenu Québec, nous avons plusieurs équipes de vérificateurs, je dirais, très compétents chez nous. Puis il se peut, lorsqu'ils étudient un dossier, qu'ils constatent qu'ils vont émettre ce qu'on appelle un nouvel avis de cotisation. Donc, ils vont faire parvenir une lettre qui va présenter un comparatif entre les montants qui ont été déclarés versus les montants établis par Revenu Québec. Puis parfois, lorsque Revenu Québec est en mesure de prouver qu'il y a vraiment des revenus qui n'ont pas été déclarés, il peut avoir un solde d'impôt quand même important à payer. Puis en plus, les intérêts sont calculés à partir de la date pour laquelle ce montant aurait dû être déclaré. Puis dans certains cas, oh boy, ça peut coûter cher, ça. Il peut y avoir aussi des pénalités supplémentaires que Revenu Québec pourrait aussi appliquer s'ils sont capables de démontrer qu'il y avait une intention volontaire, que la personne a voulu volontairement ne pas déclarer son revenu d'entreprise individuelle. Fait que c'est ça. Fait que s'il peut avoir, le sol peut augmenter rapidement. Donc là, exemple là, que c'est pas volontaire. Là. Ça fait, je sais pas, 3 ans que tu es créateur de contenu, tu te rends compte que tu n'as pas déclaré tes revenus parce que tu le savais pas. Fait que tu es dans une situation quand même pas nice. Là. Fait que c'est quoi tes solutions là, à ce moment-là? Je dirais que, mettons, si un créateur de contenu a produit une déclaration, je dirais, incomplète, oui. ou peut-être un petit peu erronée, puis qui souhaite, mettons, éviter, soit des pénalités ou des intérêts, ou les deux, j'en ai parlé un petit peu tantôt, oui, il est possible d'utiliser notre programme de divulgation volontaire afin de régulariser sa situation.
Je dirais que ce processus permet de fournir des renseignements qui n'ont jamais été portés à l'attention de Revenu Québec. Puis si tu respectes, mettons, les critères de ce processus-là, donc tu collabores avec Revenu Québec, parce que les gens sont quand même très aidants dans ce processus-là, bien à ce moment-là, il est comme possible de bénéficier d'un allègement, surtout qui s'applique au niveau des intérêts ou des pénalités. Donc, il n'est jamais trop tard de procéder à déclarer des renseignements auprès de Revenu Québec pour lequel qu'on juge qu'on aurait dû déclarer. Dans le sens, c'est fait dans la bonne foi, puis les gens, vous voulez aussi faciliter le fait que les gens puissent comprendre tout ça, puis aller de l'avant, puis modifier s'ils ont des choses à modifier dans leur dossier fiscal ou peu importe. Là. En plein ça. L'obligation de l'impôt à payer demeure, mais c'est surtout au niveau des intérêts, des pénalités, parce que quand des fois, ça fait plusieurs années, ça peut augmenter une facture. Oh oui, bien sûr. Puis maintenant qu'on est rendu des pros de la fiscalité, c'est quoi les étapes à suivre pour faire sa déclaration d'impôt en tant que travailleur autonome? Bien, tantôt, j'en ai fait une petite mention. Moi, ce qui est vraiment, ce que j'invite les gens, c'est vraiment de consulter. On a un site là, Internet, justepourtous.ca, / économie numérique. Tous les formulaires importants sont présentés. Comment c'est procuré. On accompagne vraiment les gens. Comment s'inscrire aussi au fichier des taxes. Ce que j'aimerais peut-être plus souligner aussi, c'est que sur notre site Internet, on a un guide, quand même un guide spécialisé pour les travailleurs autonomes. Hein? Il s'intitule « Les revenus d'entreprise ou de profession ». Nous, on assigne tout le temps des numéros là, à nos publications, donc c'est le IN 155. Moi, je te dirais que ce guide-là, c'est un guide complet qui accompagne un travailleur autonome pour comprendre comment calculer son revenu d'entreprise. En plus, dans ce guide-là, on retrouve presque tous les principaux types de dépenses qui sont admissibles pour un travailleur autonome, donc pour un créateur de contenu. Il y a beaucoup d'exemples qu'on retrouve. Peut-être tantôt, j'ai fait référence à un pourcentage d'utilisation pour les besoins de l'entreprise. Bien, on a des exemples dans ce guide-là qui accompagnent le travailleur autonome à comprendre comment calculer, comme par exemple, si j'utilise une pièce dans ma maison. OK. Vous pouvez aussi également faire affaire avec un professionnel. Bien, honnêtement, je vous invite à vous informer, les gens, parce que, bon, c'est sûr que c'est pas facile à apprendre quand c'est pas ton domaine, mais c'est de l'information qu'une fois que tu le sais, tu le sais. Tu n'as pas besoin de rechercher l'information chaque année. À un moment donné, tu développes tes propres réflexes là-dedans, puis c'est toujours mieux d'être en connaissance de cause que le contraire. Mais mettons là, que les gens sont quand même perdus à travers les formulaires, les guides ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quand même d'autres ressources qui peuvent exister pour les accompagner plus personnalisés, mettons? Oui, moi je dirais que le premier conseil, c'est votre site, hein, la CREA. Hein. Vous offrez une série de capsules dont quelques-unes proviennent de chez nous, Revenu Québec. Allez écouter nos formations. Il y a plein d'informations très pertinentes qui s'y trouvent, donc c'est facile de bien comprendre ou de se reconnaître dans une situation. Comme deuxième conseil, moi ce que j'aimerais soulever, c'est que si le créateur de contenu souhaite recevoir une aide personnalisée, confidentielle, selon ses besoins, bien, Revenu Québec offre un programme d'accompagnement pour les travailleurs autonomes. Et c'est gratuit, c'est sans frais. Donc, c'est une consultation avec un spécialiste pour les travailleurs autonomes qui crée la création de contenu. Fait que ces séances, là, on est quand même pas mal flexible. Ils peuvent être en visioconférence, peuvent être par téléphone, même en personne. T'sais. Donc, vous pourrez obtenir toutes les réponses à vos questions sur les obligations dans votre cheminement envers Revenu Québec, dont certaines qu'on a discutées un peu aujourd'hui. Là, mais je veux rappeler, c'est un service d'accompagnement, c'est un service gratuit, donc il ne coûte absolument rien, puis qui peut apporter une meilleure compréhension sur les obligations envers Revenu Québec pour les travailleurs autonomes. Donc, c'est une ressource intéressante
qui vaut la peine d'être utilisé. Donc, c'est super. Pour conclure, s'il y avait une chose à retenir, là, un mot de la fin. Je dirais que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que de manière générale, si vous générez des revenus par la création de contenu, donc générer des revenus à l'aide d'Internet, bien, vous êtes généralement considéré comme un travailleur autonome qui exploite une entreprise individuelle. Moi, je pense qu'en sachant ça, vous avez l'information clé pour vous orienter vos démarches, pour répondre à vos responsabilités fiscales. Puis dans tous les cas, bien, Revenu Québec est là pour vous aider. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Éric. C'est super. Je trouve qu'on a amené beaucoup de valeur là, dans notre épisode de podcast. Encore une fois, ceux qui voudraient de l'information un peu plus détaillée, je vous invite à aller suivre les formations qui sont disponibles sur acrea.ca. Devenir membre, d'ailleurs, c'est gratuit aussi, donc c'est accessible à tous. Sinon, merci d'avoir été avec nous. Hey, merci beaucoup, Laurence. C'est vraiment gentil. C'était apprécié de m'avoir invité à participer à ce podcast avec toi. Ça nous fait plaisir.